Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique forte et bien sûr avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. C'est parti, on prend la direction cette fois-ci du Val d'Oise. Bienvenue du côté de Cergy, une ville jeune, très dynamique aussi forcément, aux multiples enjeux sur le plan éducatif. Quels sont les choix qui ont été opérés par monsieur le maire? Quelles attentes, quelles réussites? Surtout, on voit ça dans un instant. Cergy qui a reçu le label La Cité éducative, coup de projecteur, coup de pouce aussi pour les quartiers prioritaires de la ville. Comment est utilisée cette manne financière? Comment est-elle ventilée? Comment la ville accompagne-t-elle ces jeunes jusqu'à leur insertion professionnelle? Rétex, les retours de terrain dans un instant. Et puis, dans chaque mag, il y a une loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Oui, et je vous parle de biologie et d'entrepreneuriat. Avec un très beau concours. Dans un instant. Bonjour Jean-Paul Gendron. Bonjour. Merci Monsieur le maire de nous avoir accordé votre temps ô combien précieux. On disait, vous êtes le maire de Cergy, président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, plusieurs casquettes, beaucoup de travail et une ville, on l'a dit, très jeune, très dynamique, 50% de la population à moins de 30 ans. Oui, et ça fait une énergie à canaliser. Et 23% entre 0 et 14 ans. Je regardais encore les naissances. Alors on a baissé, mais on est quand même à 1200 naissances par an. Donc ça veut dire un potentiel énorme de dynamisme. Un potentiel exponentiel, si je puis dire. Et combien de nouveaux élèves par an? Là aussi, je crois que ça a un petit peu baissé, mais ça reste aujourd'hui, conséquent. On est à 100 élèves par an. 100 élèves par an. Il fut un temps, on était à 250. Il fut un temps, on était bien au-dessus à ça. Ouais. Globalement, on est à 27 groupes scolaires. Et je suis en train d'en construire un 28e. Et j'espère que ça sera le dernier, parce qu'on a décidé aussi de ralentir un peu la construction de logements, parce que sinon on était dans une phase financière extrêmement complexe. Un 28e groupe scolaire, donc un petit peu de patience, qui sortira de terre en 2026, j'imagine que ce sera... 1er janvier 2026, voilà. Et ce sera le dernier cri, j'imagine, sur le plan énergétique, sur le plan Voilà, on a choisi vraiment un bâtiment qui corresponde à toutes les nouvelles normes environnementales. Et donc, comme on prend des normes environnementales, c'est un bâtiment qui coûte un peu plus cher que les autres bâtiments, puisqu'on est à peu près une classe à 1 million d'euros. Alors qu'il fut un temps, on était à une classe à 650 000, 700 000 euros. C'est ça. Là, ce sera 12 classes, en gros, pour entre 12 et 13 millions d'euros. Alors, on a une particularité à Cergy. Finalement, Cergy, c'est de multiples villages. Et on met l'école au cœur du village. Comme l'église. Bon. Et il sera à énergie positive, ce Exactement. bâtiment ? Exactement. Et avec la possibilité... C'était pour reprendre l'expression consacrée. Avec cour oasis, oui, c'est exactement. L'église au centre du village, ce que je voulais dire. Nous, c'est l'école au centre du village. On préfère, finalement. Parce qu'on est une ville où on a plus de 140 nationalités différentes. Donc, l'école est le ciment de la ville. 140 nationalités différentes, on l'a dit, des jeunes, très jeunes aussi, 50% de la population qui a donc moins de 30 ans, mais aussi une partie de la population qui est âgée. Comment se passent les échanges intergénérationnels et quelle place ils occupent justement dans votre politique éducative? Je veux vous dire, il n'y a pas très longtemps, j'ai encore déjeuné avec un centre de loisirs et des seniors. Donc on a tout mis en place une politique où on a un échange entre les seniors et les enfants des centres de loisirs autour du repas. Alors ça avait extrêmement bien marché avant le Covid. Oui. Voilà. Le Covid, pendant 2 ans, a tout arrêté. Et on est en train de reprendre ce dynamisme. Je peux vous dire que ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les enfants, quand ils ne voient pas les seniors, le mercredi, parce qu'ils viennent tous les mercredis à midi... Ils les demandent ? Ils sont inquiets. En disant, finalement, est-ce qu'il est malade? Et on leur dit, non... vous savez, les seniors, ils prennent des vacances aussi, en dehors des périodes scolaires. Mais il y a un lien qui s'est créé, et je trouve ça extrêmement important. Donc, on a relancé ça là, et on va le lancer. On a 8 centres de loisirs. On va relancer ça dans les 8 centres de loisirs. On a un conseil des seniors. On a plein de conseils participatifs, mais on a un conseil des seniors, et on va faire que les membres des conseils des seniors soient présents dans les repas des centres de loisirs. Et ça marche dans les deux sens? C'est aussi bénéfique? Il y a aussi une plus-value pour les seniors? Les seniors sont déjà, pour certains, c'est rompre l'isolement, tout simplement. Et puis 2, c'est de permettre de s'ouvrir et d'expliquer finalement leur vie.
Parce que c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais les enfants veulent connaître la vie, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font encore aujourd'hui. Et je trouve que cet échange, il est très fort et c'est vraiment quelque chose qu'on développe fortement sur la ville. Comment on prend en compte justement les différentes caractéristiques? Vous avez évoqué effectivement le côté village, les différentes chapelles, si je puis dire, effectivement, de la ville de Cergy. Comment on prend en compte ces caractéristiques pour bâtir son offre éducative? Alors, nous, on a 3 axes qui sont pour moi importants. Un axe qui est l'écologie et le comportement, parce que je reste persuadé que c'est véritablement dès l'école qu'on peut faire la mutation. Je suis désolé de le dire, mais je pense que des gens de 40, 50 ans, ils ont des habitudes, c'est beaucoup plus dur à faire changer. Oui, je vous vois venir, monsieur le maire, pour nous c'est trop tard. Vous allez le faire, mais pas... À cause de mes enfants. Exactement. C'est vrai. Exactement. Et ce qui se passe, c'est que les enfants expliquent à leurs parents, à la cantine, on trie. Ils sont intraitables. On trie. Ah oui, mais là, t'as pas trié. Et donc ça, c'est pour moi important. Il n'y a pas que le tri, mais on travaille aussi sur tout ce qui est économiser l'eau, des choses, économiser l'électricité. Comme on a des jardins potagers, donc commencer à aller chercher non pas des légumes au supermarché, mais on a la chance d'avoir à Cergy une plaine agricole, et donc de dire, on peut aller chercher des légumes qui ne sont pas passés par l'ensemble de la chaîne de logistique. Et tout ça, c'est extrêmement important. Et pour parler clairement, on a 23 groupes scolarisés. Je pense qu'on est aujourd'hui l'une des villes qui, en France, a le plus grand nombre de groupes qui sont, je dirais, sélectionnés en termes de ce qu'on appelle, nous, un projet éco-école. Et donc, on développe ça. Alors, c'est un lien aussi avec les enseignants. Il faut que, bien sûr, l'équipe enseignante joue le jeu. Ouais. Mais ça, c'est le cas? Oui, sur 23 groupes qui sont dans cette démarche-là, sur 27, je considère que c'est le cas. Donc ça, c'est le premier axe. Et les 2 autres? Alors, les 2 autres, c'est la citoyenneté, qui est pour moi essentielle. Et je fais quelque chose, c'est que tous les vendredis après-midi, je reçois une classe de CM1, CM2. Dans mon bureau, ils voient la police municipale, ils voient les démarches administratives pour comprendre comment fonctionne une mairie. Ils vont dans la salle du conseil, ils me posent toutes les questions qu'ils veulent. Il y a 1500 personnes qui travaillent au final. Il y a 1500 personnes. Pour l'éducation à Cergy. Exactement. Et il y a un sujet sur lequel j'insiste beaucoup, la laïcité. Je leur demande à chaque fois qu'ils me donnent la définition de la laïcité et que je leur explique qu'il n'y a pas une religion qui est meilleure que l'autre, que chacun a le droit de choisir sa religion ou de ne pas choisir sa religion. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Alors je me substitue quelque part à l'éducation. Et vous avez le sentiment qu'ils sont réceptifs? Alors énormément. Énormément, parce que ça, c'est important. Je me pose une question simple, c'est est-ce qu'il y a une religion qui est meilleure que l'autre? Et là, la majorité des réponses, c'est non. Et après, on discute de comment comment on arrive à discuter, à accepter la religion de l'autre, et voilà. Et ça, cette initiative, tous les CM1, CM2... c'est pas tous, parce qu'il y a quand même beaucoup d'écoles. Mais moi, c'est tous les vendredis. Donc ça veut dire qu'il y a une trentaine de vendredis après-midi que je passe à recevoir pendant 2 heures. Et alors après, j'ai toutes les questions. Est-ce que j'ai des gardes du corps? Vous avez des choses assez intéressantes. Mais et en même temps... Je comprends pourquoi il y a cette question, parce qu'effectivement, on parle souvent... On parlait, si vous voulez, de la violence vis-à-vis des élus, encore le week-end dernier. Donc ça c'est pour moi important. Et le dernier sujet, et alors on fera le lien peut-être avec les cités éducatives, c'est l'inclusion. Et on est, par exemple, la seule ville du Val-d'Oise, sur 2 choses. Un, on a quand même une médiathèque ouverte le dimanche. Regardez. Comparé, et la deuxième chose importante, c'est qu'on a des personnes qui accompagnent les enfants qui ont un handicap dans nos centres de loisirs. C'est-à-dire qu'on paye, nous, directement 600 000 € pour accompagner. Ça veut dire que l'inclusion, elle est vraiment là. C'est-à-dire qu'on n'a pas, l'inclusion pendant le temps scolaire, mais on l'a aussi pendant le temps hors scolaire. Voilà, ça fait partie des grandes lignes sur lesquelles nous avançons. Donc on est, voilà... À la fin, on est très, très inclusif, je veux dire, dans tout ce que je vous dis, et respect de l'environnement, qui nous sont des choses importantes. Et c'est grâce à ces jeunes que je pense qu'on aura des modifications de comportement. Monsieur le maire, vous avez votre vision, bien sûr, concernant l'éducation à Cergy. Et qui dit vision dit ensuite les moyens qu'on y alloue. J'ai lu que la Cour des comptes vous saluait justement pour l'argent...
sur la manière dont vous dépensiez l'argent, effectivement. Oui, vous avez très bien lu. Donc, je pense qu'on est une des villes qui consacre le plus d'argent, je dirais, au niveau des enfants, sur l'accompagnement des enfants. Alors, on le fait de différentes façons, mais je pense que quand vous regardez bien, à la fois dans les moyens, même si on a quelques sujets un peu complexes à gérer en ce moment avec le froid, mais très concrètement, oui, on essaye d'avoir des dotations qui sont des dotations importantes pour les enfants, et surtout on a mis en place, par exemple, le midi, on a mis en place quelque chose qui était lié. Moi, j'étais pour les 4 jours, et les 5 jours, je veux dire. Donc voilà, j'ai eu une grève des enseignants qui m'ont expliqué que les 5 jours, c'était pas possible. C'est révolu. Ouais. C'était révolu, donc Mais par contre, on avait monté quelque chose qui s'appelle des responsables périscolaires. C'est-à-dire, dans chaque groupe scolaire, nous avons, je dirais, un personnel de la ville qui pilote l'ensemble des personnels de la ville et qui font le lien avec le directeur ou la directrice de l'école maternelle et de l'école élémentaire. On a gardé ça, et je peux vous dire que ça, c'est un vrai lien. Et pourquoi on a fait ça ? Parce que je me suis aperçu que finalement, quand vous regardez bien, les enfants passent quasiment autant de temps, parfois plus même, en temps d'activité hors éducation nationale. Et donc, il fallait avoir une vraie coordination. Et parce que je reste persuadé... les deux entités ne se parlaient pas forcément, il n'y avait pas de communication. Et donc, on a quelqu'un qui, à ce moment-là... Et après, ça veut dire qu'on peut travailler sur des vrais projets éducatifs, où le projet éducatif, c'est temps scolaire et temps hors scolaire. Voilà, le responsable périscolaire est là pour pouvoir mettre en place, finalement, ce lien qui est important. Et on a même dans les nouveaux groupes scolaires on a le bureau de la directrice ou directeur maternel, élémentaire, et le bureau du périscolaire. Donc ça veut dire qu'ils sont là et la machine à café fonctionne à plein. Vous avez parlé de petits problèmes énergétiques, petits problèmes de chauffage. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais on doit faire des choix cornéliens en période de crise énergétique. Alors, on a pris des mesures, comme c'est 18 degrés. Alors, sauf pour les maternelles, mais 18 degrés. Mais globalement, aujourd'hui, on a une facture énergétique qui a globalement augmenté de plus de 2 millions d'euros. Donc, oui, parce qu'on a beaucoup d'établissements sur Cergy. Il n'y a pas que les groupes scolaires. Et donc, à partir de là, il fallait prendre des mesures. On est dans une situation où on est en train de retravailler. On a changé 3 chaudières. Malheureusement, il y a une chaudière qui arrivait un peu en retard. Et bien évidemment, dans l'école, avec le froid qu'on a eu, voilà, on a eu un vrai sujet, ce que je comprends. Donc voilà, donc il a fallu qu'on mette en place des process un peu spécifiques. Et puis on travaille sur, on a maintenant un projet de 2 à 3 requalifications fortes de groupes scolaires par an. C'est-à-dire qu'on y met à peu près entre 4 et 5 millions d'euros, sur lesquels on dit il faut qu'on arrive à mieux maîtriser notre consommation énergétique. Donc ça, c'est un vrai programme qu'on a mis en place. Vous calculez, malheureusement, nous ne pouvons faire que 2 à 3 groupes scolaires par an. J'en ai mis 27. On va dire qu'on a à peu près une vingtaine à pouvoir... complètement requalifié, donc on est parti pour 7 ans. Et sur le plan des infrastructures, s'il n'y a pas un mieux concernant effectivement la note d'électricité, est-ce qu'il va falloir sacrifier pendant une période, je ne sais pas, certaines infrastructures, que ce soit des piscines, que ce soit des patinoires, comme bon nombre d'élus l'ont fait, parce qu'ils ont vu la note et ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Alors sur les piscines, là, je prends ma casquette d'agglomération, puisque les piscines sont gérées par l'agglomération. Oui, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est en train de rationaliser l'ensemble du parc de piscines. On avait des grandes piscines et des petites piscines. On avait 4 petites piscines. On en a fermé une l'année dernière. On en referme une cette année. Mais par contre, on va en 2027, on va avoir une très grande piscine. C'est-à-dire qu'on est en train de substituer les petites piscines qui sont énergivores. C'est une petite piscine, si tu sais, les piscines paillerons, là, 500 000 euros par an. Et donc là, on a dit... OK, il faut qu'on change, donc on fait une grande piscine. On investit. 27 millions d'euros. Ouais. On investit pour faire des économies par la suite. Exactement. Mais par contre, le seul point important, c'est que le service public de natation continue à être sur l'ensemble des écoles de l'agglomération. Jean-Paul Jandon, en quoi consiste votre programme de réussite éducative ? Alors, on a eu la chance d'être labellisé Cité éducative, donc qui nous permet d'avoir des moyens de l'État, en plus des moyens associés. 300 000 euros, ça change la donne ?
Oui, ça aide beaucoup sur des actions tout à fait spécifiques. Et je vais en parler, c'est vraiment important. Et surtout, ça met aussi l'éducation nationale en mouvement par rapport, je dirais, à la société éducative. Il y a, dans le pilotage, c'est extrêmement, on appelle ça la troïka. Il y a une personne, je dirais, de l'éducation nationale qui est une principale de collège. On a une personne à la ville dédiée aux cités éducatives, et il y a une personne au niveau de l'État dédiée. Donc ça veut dire que c'est un programme qui est fait en commun. Et donc ça, c'est extrêmement important. Quelques axes. Un, soutenir les jeunes dans leur scolarité, ça c'est pour moi essentiel. Et il y a une association que j'aime bien, alors je vais faire de la pub, je suis désolé, c'est, vous avez parlé des coups de pouce, les clubs coups de pouce. C'est de permettre à des enfants de CP, vraiment qui ont vraiment des problèmes de langage ou des problèmes de compréhension du français, ils ont un soutien spécifique. Et je peux vous dire qu'à la fin du CP, ils sortent comme s'ils avaient eu finalement la normalité. Et comment ça marche Ça veut dire qu'en dehors, c'est des enseignants qui, en dehors du temps scolaire, prennent les enfants et leur apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter. Truc relativement du soutien, du sur-mesure. C'est du soutien sur mesure. C'est un nombre très limité d'enfants, c'est 5 enfants, je crois. Voilà, c'est très limité. Et je trouve que ces clubs coup de pouce, moi, j'en suis fanat. Et je le dis parce que si le ministre, la ministre de l'Éducation nationale nous écoute... Oui, ça a changé. Ça a changé. On ne sait pas encore. Voilà. On ne sait pas encore. On verra, je dirais, que ça, c'est vraiment important. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, il y a tout un accompagnement avec des associations. Donc ça, c'est le premier axe, mais moi, sur le coup de pouce. Le deuxième, apprendre sereinement. Et on a mis quelque chose en place, mais avant la cité éducative, c'est le programme Oxygène. Vous savez ce qui se passe quand vous êtes en collège et que l'enfant se fait expulser, je veux dire, de 3 jours, 6 jours, 5 jours. Là. Qu'est-ce qui se passait? L'enfant, il était chez lui, les parents pas là. C'est tout loupé, je veux dire, que la sanction, mais il n'y a pas d'accompagnement de la sanction. Et donc, on a décidé de faire un accompagnement de la sanction. Ça veut dire que, par exemple, des personnes qui tendent la main, justement, à cet expulsé. Exactement. Et on les prend, donc quand on est au courant, parce qu'il faut c'est un vrai lien avec, je dirais, les principaux de collège, donc pouvoir réussir à faire qu'on est au courant et on accompagne. Et donc, il y a pendant les 5 jours, il va, par exemple, passer une journée avec la police nationale. Il va aussi à la ferme des Cancours, donc une ferme pédagogique. Voilà. Tout le temps, il est pris toute la journée. Et ça, je pense que ça aussi, parce que je comprends qu'il y a une sanction, mais si vous n'accompagnez pas la sanction derrière, si vous n'accompagnez pas l'enfant... Il va décrocher. Exactement. Voilà, donc ça, c'est quand même c'est vraiment pour nous un point important. Troisième point, bien évidemment, c'est... il y avait un article ce matin dans un journal, je ne citerai pas, mais qui disait, mais finalement, les stages pour les jeunes en collège. Un jeune d'un quartier, il va faire son stage dans un kebab. Est-ce que ça lui ouvre l'esprit? Non. Donc on a décidé, nous, à la ville, de mettre en place un système où on prend chaque année 100 jeunes qui découvrent l'ensemble des métiers d'une collectivité locale. D'accord. Et ça, j'en appelle à tout le monde, je dirais, de pouvoir faire ce qu'on fait nous, pour éviter que finalement, un jeune se retrouve une nouvelle fois dans... Ils peuvent apprendre quel métier? Alors, apprendre, je veux dire. Bon. Apprendre. C'est un stage d'observation. Alors là, ils vont aux démarches administratives, ils vont à la communication, ils vont, je dirais, dans les services plutôt techniques, donc la voirie. Donc, ils découvrent finalement différents métiers d'une collectivité locale. Et quels sont les retours que vous avez de la part de ces élèves? Eux sont très contents, parce que d'un seul coup, ça leur permet de dire il y a autre chose que les kebabs. Oui. Mais vous voyez les éléments. Et donc ça, c'est à moi. Alors après, le problème de ces stages d'une semaine, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement. Le problème, c'est qu'on crée à chaque fois, je dirais, des process qui sont très bien. Mais c'est quoi l'accompagnement toujours derrière? Parce qu'une fois qu'un jeune, il dit, finalement, je suis intéressé par ça, en quoi il est accompagné? Par exemple, sur la com, si on prend, il voit les services de com, en quoi il est accompagné quand il va en seconde ou qu'il est en seconde générale ou seconde technique? Voilà, et c'est ça le sujet qu'on a. C'est toujours le problème, c'est qu'on met des outils qui sont utiles, mais c'est one shot.
C'est-à-dire qu'il faut l'accompagnement derrière. Et ça fait partie des choses que l'on peut faire. Comment vous la sentez, cette jeunesse, pardon de vous couper, monsieur le maire, votre jeunesse à Cergy, vous sentez que le champ des possibles, justement, est ouvert, ou ils ont justement des barrières limitantes dans la tête? Alors, vous avez deux types de populations. Les enfants de cadres, de classe moyenne, qui vivent pas dans les quartiers politiques de la ville. Voilà. Niveau d'exigence important, mais un niveau de connaissance beaucoup plus important. Je veux dire, Internet est là, et donc ils ont, je veux dire, par moments, moi, quand j'ai des échanges avec ces jeunes, c'est assez impressionnant le niveau de détail, je veux dire, même sur la géopolitique. Par moments, le conflit en ce moment entre Israël et Gaza, je peux vous dire que ça... voilà, il y a des commentaires, il y a des pour, des contre, c'est excellent. Et puis après, vous avez les enfants, quartier politique de la ville. Et moi, mon objectif, c'est de les sortir de ces quartiers-là. Je viens de remettre en place des colonies. C'est-à-dire que l'été, ils sortent. On a fait sortir 100 jeunes. On les envoie où en colo, les jeunes? Là, on les envoie à la mer, à la montagne? À la mer. On a un prestataire, donc on loue une prestation. Ils sont au bord de la mer. Voilà. Et donc, pour la majorité des gamins, c'est la première fois. Et il y a d'autres initiatives que vous prenez au sein des quartiers? Au sein des quartiers, au sein des quartiers, on a, par exemple, parce que l'autre point important, c'est on a un projet d'éloquence. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un concours d'éloquence entre les collèges. Et je pense que ça, c'est aussi important. Et donc, avec les enseignants, ils travaillent, je dirais, et on avait la restitution, on a une grande salle de 600 places. Les 600 places étaient pleins avec les collèges, la bataille entre les collèges et les jeunes qui pouvaient s'exprimer. Il faut nous les envoyer. Le thème, c'était liberté, égalité, fraternité. Wow. C'était un peu dur, donc on s'est dit qu'on allait peut-être modérer un peu nos ambitions, mais c'était impressionnant. Et c'était impressionnant de voir des jeunes de 4e et 3e qui étaient là et qui, vraiment, on s'apercevait que finalement, le potentiel de ces jeunes... Donc ça, moi mon sujet, c'est de les sortir de leur quartier et de leur permettre de montrer leur potentiel. Parce que vous savez, le plafond de verre, il existe, d'accord, y compris pour les métiers. Et comment on arrive à faire que ces jeunes, finalement, se disent « OK, je peux aussi faire ça ». On fait d'autres choses aussi sur tout ce qui est entrepreneuriat, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Oh, vous connaissez bien l'émission, monsieur le maire. Voilà, exactement. Et voilà, donc ça, c'est le point. Et puis le dernier point sur lequel nous travaillons dans la réussite éducative, parce que la réussite éducative, c'est aussi les parents. C'était ma question. On a parlé des enfants, on a parlé des professeurs et les parents. Et sans les parents. Comment on crée ce lien avec les parents? Alors, voilà, ce que nous faisons, c'est que globalement, il y a des échanges avec l'éducation nationale, avec je dirais, les animateurs que nous avons, et on repère, je dirais, un certain nombre d'enfants. Et après, comment on va accompagner les enfants? On va aller voir les parents. Et on va essayer de travailler avec les parents pour permettre, et on a des éducateurs pour ça. Et c'est quelque chose qu'on a monté il y a très très longtemps. Je veux dire, c'est pas nouveau, mais là, avec un peu plus d'argent, on peut consolider ça. Ouais. Exactement. Et donc on a ça, et donc il y a tout un travail avec les parents, parce que finalement, on s'aperçoit que si les parents sont pas associés, à la fin, on arrive avec des jeunes qui ne vont pas pouvoir avancer. Et ils sont réceptifs ou parfois c'est délicat? Et puis j'imagine qu'on a fait une émission très récemment avec Alix sur le dossier de la monoparentalité. On a vu qu'il y a 30%. À Cergy, on a à peu près 22% de familles monoparentales. Et principalement des femmes. Oui. Et là, il y a un travail. Donc, on travaille sur tout ce qui est la notion de parentalité également, qui est pour moi important. Ça permet véritablement d'accompagner, je dirais, les femmes ou les familles. Alors, vous avez des comportements comme il y a la négation de la part des familles qui disent non, mon fils n'est pas comme ça ou ma fille n'est pas comme ça. Ça, c'est clair. Et là, c'est dur. Après, vous avez des parents qui sont plutôt investis et qui, là, quand ils sont investis vis-à-vis de l'éducation de leur enfant, là, à ce moment-là, on peut travailler et on peut aboutir à du positif. Puis après, il y a ceux qui sont entre les deux, où là, on met plus de temps. Mais ce qu'on voit aussi, c'est la négation, je dirais, de
du comportement de leur enfant. Et là, la coéducation est impossible. Et là, c'est très très dur. Ça, c'est très dur. La coéducation, qui est l'un des piliers de la politique éducative de la ville de Cergy. On va parler d'un concours, vous l'avez un petit peu évoqué tout de suite avec Alix Laloupe. Alix, aujourd'hui, tu nous parles de biologie et d'entrepreneuriat. Et oui, deux notions a priori éloignées, mais si l'idée d'étudier les sciences ne rime pas immédiatement avec la création d'entreprises, une initiative fait pourtant converger les deux. La semaine dernière, les étudiants en 4e année de l'école de biologie industrielle de Cergy se sont rendus au MEDEF pour y présenter leurs projets entrepreneuriaux dans le cadre du concours intitulé Challenge Concept Entrepreneuriat. Au total, 187 étudiants ont exposé leurs idées à une trentaine de représentants de sociétés de différents secteurs. Je vous propose qu'on écoute Laurence Topin. Elle est professeure de marketing et référente entrepreneuriat à l'école de biologie industrielle. C'est elle qui chapeaute le concours pour les étudiants de l'EBI. Elle a créé le concours il y a 19 ans. Le challenge concerne tous les étudiants ingénieurs de 4e année. Ils sont là pour parler d'innovation. Ils ont 5 mois pour travailler sur une thématique imposée et nous prenons tous les étudiants pour les former au marketing, à l'innovation. Et en 5 mois, c'est un vrai challenge pour eux. Ils doivent travailler par groupe de projet. Environ 16 étudiants par groupe, travailler sur un thème qu'ils n'ont pas choisi et absorber toutes les notions de cours vus sur le marketing et l'innovation appliquées à l'entrepreneuriat. Le challenge étant de présenter, de pitcher leur projet devant un jury expert dans un lieu prestigieux qui est l'auditorium du MEDEF à Paris. Et pour les étudiants, c'est un vrai dépassement de soi, des compétences qu'ils vont acquérir tout au long du semestre. Et évidemment, à la fin de la journée, une cérémonie de remise des prix où ils espèrent obtenir le meilleur classement. Donc pour eux, c'est quelle que soit leur future spécialité, c'est une vraie opportunité de se confronter au monde professionnel, au monde industriel et de savoir convaincre de leur projet. Après leurs études, la plupart des élèves s'orientent vers le secteur pharmaceutique, la cosmétique ou encore l'agroalimentaire. Or, même si la création d'entreprises n'est pas la voie privilégiée pour beaucoup d'entre eux, ce concours leur permet d'acquérir de nouvelles compétences telles que la création d'une identité de marque ou encore l'élaboration d'un business plan. Mais plus globalement, ils apprennent à vendre une idée. Cette année, le thème du concours portait sur la jeunesse et l'innovation et le projet lauréat de cette édition est une solution anti-calcaire. Monsieur le maire, j'imagine que vous avez eu vent des projets présentés. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur ? Non, pas de coup de cœur. Nous, sur l'entrepreneuriat à Cergy, c'est extrêmement dynamique. On a à peu près 1500 créations d'entreprises par an. Ouais, c'est énorme. Alors, on a bien sûr les écoles qui font leur projet, puisque là, il y a en plus la possibilité, je dirais, d'avoir des start-upers au sein de l'EBI, en lien avec des entreprises qui sont au conseil d'administration. On a créé ce qu'on appelle la Turbine. C'est aujourd'hui un tiers-lieu de création d'entreprises où vous avez 100 créateurs, 600 emplois créés en 3 ans. Non. Et après, on a encore un troisième point, c'est aider les jeunes des quartiers de pouvoir créer leur entreprise avec les déterminés. Donc, je veux dire, on a l'ensemble de la palette, les écoles, nous, en tant que comité d'agglomération, aider finalement à avoir le lieu qui est un lieu idéal pour créer son entreprise, plus soutient une association qui aide aussi dans les quartiers politiques de la ville à créer son entreprise. Donc voilà, le dynamisme est là. Mon problème aujourd'hui, c'est de trouver de nouveaux locaux pour accompagner tout ça, parce que je peux vous dire que la dynamique est là. Et on a ce qu'on essaie d'avoir, c'est toute une chaîne de l'innovation. Et quitte à avoir après des terrains, ce qui est le cas d'une entreprise, il a commencé au démarrage à avoir l'idée, et maintenant, il y a 40 emplois, je dirais, sur Cergy. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Le message est très clair, en tout cas. On peut réussir. Exactement. Il y a de très, très belles initiatives du côté de Cergy. Merci d'être venu nous voir pour nous les présenter. Et merci à toi, Alix, de nous avoir présenté effectivement ce bien beau concours. Jean-Paul Gendron, maire de Cergy et président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Passez une excellente journée à notre compagnon. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag.